Je crois qu'on va peut-être élargir donc la table, c'est-à-dire rappeler à cette tribune, c'est-à-dire Sophie Descas et Virginie Picon-Lefebvre, et nous allons pouvoir, ce n'est pas une table ronde, c'est juste for the English speaking people that are listening to us, it's a Q&A session. Voilà, c'est juste questions-réponses. On peut commencer éventuellement, mais il n'y a pas comment dirais-je, de priorité, soit par la salle, soit par les internautes. Je vais tâcher de regarder s'il y a sur le chat des prises de souhaits de prise de parole. Je crois que peut-être, moi, je lancerai vraiment. Je sais que Virginie Picon-Lefebvre a des précisions à apporter sur certains points qui ont été dits, mais j'aimerais bien que tu nous expliques le secret de cette île transformée. C'est un vrai projet en soi, hein, une sorte d'acropole d'Athènes, n'est-ce pas? En fait, je l'ai volé par l'Internet, c'est tout simple. Je vais vous filer l'auteur, c'est une autrice de cette dessin qui l'a tweeté, je ne sais pas quand, peut-être il y a quelques ans. Et il est décrit en tant que l'acropole d'Athènes, ça va, mais c'est quelque chose qui serait lié à l'axe nord-sud dans ma présentation. Donc, je l'aimais parce qu'il y a cette pont qui passe au-dessous de l'île. Et donc, il y a cette dichotomie entre la patrimonialisation et l'infrastructurisation de l'île, qui me semble quelque chose de vraiment intéressant. Elle ne voulait pas dire ça, probablement. C'est mon interprétation. Le pont neuf transformé en galerie, non mais c'est incroyable. Tout simplement. Merci, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public avant que peut-être que Virginie donne quelques éléments de précision? Oui, pas encore, ça va venir peut-être. Nous avons quelques minutes. Oui. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Léontine Wilhelm, je suis étudiante à l'Université Paris 1. Je suis en Master 2 Histoire de l'architecture contemporaine sous la direction de Madame Éléonore Marantz. Merci pour toutes vos présentations, c'est très intéressant et je suis très heureuse d'avoir eu un point de vue un peu plus large sur la ville, même si on en a déjà parlé avant dans votre présentation à Madame Picon-Lefebvre. Et aussi parce que j'ai ce point de vue sûrement grâce aux cours et au séminaire de M. Cabestan, mais pour moi, la question justement de cette île de la Cité ne peut pas ne pas être liée à la reconstruction de la ville et de la rive droite qu'on a en ce moment, avec les halles qui sont un sujet depuis longtemps, mais aussi avec la Samaritaine et la Bourse du commerce. J'y pense parce que j'y suis allée il y a pas très longtemps et que ça nous offre une nouvelle vue sur ce parvis des Halles, une vue qu'on ne pouvait pas avoir avant, qui donne vraiment une vue sur la canopée qui est impressionnante et où je trouve que cet endroit des Halles, qui avant n'était pas très agréable, devient de plus en plus agréable avec la végétalisation. Ça devient un vrai lieu de vie qui mixe les populations. Enfin, voilà. Et c'est plus une remarque, hein, je suis assez étonnée parce que j'avais déjà vu les projets de Perrault et Belleval, mais jamais vraiment étudié. Et je suis étonnée qu'il y ait cet avant et cet arrière, et que cet avant, cette entrée en scène de l'île de la Cité, soit du côté de la rive gauche, alors qu'on a une mise en scène en ce moment du Paris culturel et touristique, et qui fait un peu peur aussi de tourisme de masse, plutôt rive droite. Et du coup, je suis assez étonnée par ce projet. Et voilà, merci beaucoup. Qui veut réagir? Je pense que la question, c'est effectivement de donner à voir aux touristes ce qu'ils ont envie de voir. Et je pense qu'il y a un effet spectacle à partir de la rive droite qui est moins fort pour voir le Paris ancien, la petite échelle, etc., qui est quand même plus visible quand on regarde la rive gauche des quais de Notre-Dame. Et le petit bras est plus romantique et a été davantage mis en scène par le cinéma et par Woody Allen notamment, alors que la largeur de l'autre côté est plus banale. Et bon, maintenant, il n'y a plus la voie rive droite, hein, mais quand il y avait la voie rive droite, c'est vrai que c'était un endroit qui était un peu sinistré. Parce qu'on ne pouvait pas, moi j'ai la perversion de penser que c'était quand même assez spectaculaire, mais
Mais voilà. Mais c'est vrai que l'autre côté est plus le Paris des amateurs de Notre-Dame en forme de ville pittoresque via Amélie Poulain, via tout ce qu'on veut, toute l'imagerie un peu banale, mais très caractéristique de ce que les touristes vont rechercher quand ils viennent à Paris. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. On regarde le spectacle de la ville ancienne et qu'on a moins quand on regarde la Samaritaine ou quand on regarde les grands. Mais bon, c'est une pure hypothèse. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Perrault ni dans celle de Bellava. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ce qui est en train de se créer, alors c'est une question très libre et très ouverte, je n'ai aucune réponse, mais est-ce que ce qui est en train de se créer, c'est le Paris culturel, le Paris, au final, un peu des Parisiens, enfin des Parisiens qui ont les moyens et qui sont de cette classe sociale d'aller dans le Paris de la culture, le Centre Pompidou, la Bourse du Commerce, etc., avec les grands magasins, enfin le côté parisien et le côté touristique. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer au final dans cet aménagement global de ce centre de Paris qui se passe en ce moment? Je crois que Jean-Michel Legnaud souhaiterait prendre la parole. Jean-Michel Legnaud, vous le savez, ancien directeur de l'École des Chartes et Monsieur Patrimoine Paris. Merci beaucoup. Il me semble qu'à travers tout ce qu'on a entendu ce matin, et la conversation d'un instant le confirme, qu'il y a un véritable problème d'appréciation de la rive droite, en effet. Il me semble que quand Haussmann a conçu cette partie de la rive droite, avec le théâtre de la Ville, le théâtre du Châtelet d'un côté et de l'autre côté l'Hôtel-Dieu, il avait en vue une composition extrêmement monumentale, un peu dans le genre de Pierre Pat, justement. Bon, le résultat est plus maigrichon parce que c'est comme ça. Bon, mais il avait quand même une conception extrêmement monumentale. Il avait déplacé le pont au change pour qu'on puisse, et le dôme du tribunal de commerce, pour qu'on puisse essayer d'avoir en enfilade le dôme de la Sorbonne et le dôme du tribunal de commerce. Il avait une conception extrêmement monumentale. Par contre, ce qui n'a pas du tout fonctionné, et plus les choses ont avancé, pire ça a été, ce sont les deux places, la place du Châtelet et la place de l'Hôtel de Ville. L'une et l'autre sont épouvantables, pour des raisons différentes, mais sont épouvantables. Et il me semble que si on traite, c'est ce que je crois comprendre maintenant à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, si on traite seulement l'aménagement urbain, l'aménagement des abords de Notre-Dame, sans penser à ce pitoyable voisinage, eh bien, ça sera raté. Il y aura une place de plus ratée dans Paris. Il en restait une belle, c'était la place de la République. C'est fini. Il n'en reste plus maintenant. Je ne vois plus de belles places dans Paris. Voilà. Donc, il faudrait penser à réaménager de façon globale ces trois places. Alors, que le pittoresque soit du côté de la rive gauche, c'est une chose, c'est certain, mais on devrait pouvoir remonumentaliser la rive droite. Moi, je suis assez d'accord parce que je pense qu'il y a une espèce de... On l'avait, bon, encore une fois, c'est fini, on ne va pas revenir là-dessus, mais on l'avait quand on se promenait en voiture, on avait une espèce d'effet avec la conciergerie et l'arrivée sur la... qui était très, très beau, qu'on a perdu. Mais c'est vrai que ces bâtiments ne sont pas aimés. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du désamour pour cet environnement-là. Et je pense que le traitement que fait Perrault de cette architecture-là en témoigne quand même d'une certaine manière, parce que couvrir systématiquement toutes les cours, c'est pas... Certes, ça apporte des surfaces supplémentaires, mais c'est quand même ôter l'intérêt de ces cours pour l'éclairage de ces bâtiments. Ça pose des tas de problèmes d'ailleurs, par ailleurs. Et je pense que c'est d'une certaine manière l'absence de reconnaissance des qualités de cette architecture. Je suis d'accord. Il s'agit d'une sorte d'uniformisation totale de cette île, que le bâtiment soit Second Empire, Troisième République, quasiment le palais de justice y passerait. Pourquoi pas la cathédrale pendant qu'on y est? Enfin, vraiment tous les objets. Déjà, il y a eu un phénomène d'uniformisation et je suis reconnaissant à Sophie d'avoir montré cette cliché, j'insiste là-dessus. Le fait d'avoir osé mettre la façade de la cathédrale dans l'alignement de la rue d'Arcole, au premier plan, vous voyez les façades haussmanniennes et ensuite, il semble que la façade de la cathédrale n'est plus qu'au fond un immeuble un petit peu augmenté, simplement avec un peu plus chargé, c'est tout.
Enfin, voilà, c'est une manière d'abîmer tout. Mais Sophie, il me semble que tu voulais dire quelque chose. Tu Oui, prends le micro à je pleine prends main. Oui, à pleine main. À pleine main. Oui, à pleine main, ou comme ça, c'est bon. Donc, je n'ai pas la même vision, en fait, sur la question du côté rive droite. Mais bon, je pense que c'est important qu'il y en ait des différentes. Hein, et je pense que l'aspect, quand on est usager piéton, il y a quand même toute une série de promenades depuis la place de l'Hôtel de Ville pour arriver jusqu'à Notre-Dame, justement, la rue de l'Arcole. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Voilà. Et il y a aussi du pittoresque, puisque la partie habitée de l'île de la Cité, elle est de ce côté-là. Donc, je pense que simplement, c'est le parvis et la cathédrale, ils sont au côté sud. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça aussi. Elles sont placées là. Donc, ça, on ne peut pas les bouger. Donc, après, j'ai été très intéressée par la communication de Daniel parce que hier soir, Eduardo Piccoli m'a écrit. Il m'a dit, bon, je ne pourrais pas être là. Et j'ai dit, c'est dommage parce que je n'étais pas du tout d'accord avec ton idée de ce qu'il a proposé dans le débat que j'ai pu écouter, enfin la fin du débat, sur la question, on est passé d'un enclos à un autre enclos étatique. Alors, j'ai dit, non, je pense pas du tout. Et je pense que ce que tu as montré, Daniel, et c'est très juste sur cette question d'île-pont et d'île-berge, on n'est pas dans cette idée d'un enclos, c'est complètement une île-pont, mais depuis le 18e siècle, enfin, on réfléchit à ça, c'est vraiment, il faut traverser cette île, et en même temps, elle est très utilisée. Et la question peut-être qui a été évoquée tout à l'heure aussi sur la question, les berges, c'est aussi une utilisation qui est politique dans le sens où c'est l'utilisation des Parisiens d'abord. Hein. Les berges, c'est aussi pour ça que c'est valorisé, parce que c'est justement pas vraiment les touristes. Et ça peut être, parce que tout est mélangé dans Paris, mais on va dire, on redonne les berges aux Parisiens parce qu'ils les ont perdues. Hein. Hier, on a vu que bien sûr, au XVIIIe siècle, c'est cette perte. Hein. S'il n'y a plus de rives, on n'a plus accès au fleuve en fait, hein, s'il y a des quais, donc c'est aussi, donc on actualise, on redonne ça. Et c'est vrai que le parvis, c'est une autre question, puisqu'il y a cette question touristique que Virginie a mis à la fin, et qu'en effet, qui est une question cruciale. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec ce point-là, parce que je pense que le pari touristique, en réfléchissant à la présentation que m'avait demandé Jean-François, je me suis dit qu'il y avait vraiment trop de sujets, j'en ai écarté. Mais j'ai écarté, par exemple, le fait qu'avec les expositions universelles, le pari des touristes, c'est les bords de Seine. Et qu'en fait, quand tu regardes où vont les touristes, qu'est-ce qu'ils font, etc., ça se concentre pratiquement. C'est pas difficile, ça part du Trocadéro jusqu'à, en gros, Notre-Dame. Et d'ailleurs, il y a des mouvements, y compris rive gauche et rive droite, très pratiqués par les touristes, surtout là sur la rive gauche, pas par les Parisiens. Oui, c'est vrai. Mais là, je parlais du discours politique qui... Non, mais j'entends bien. Et le problème, si tu veux, c'est que le risque, moi je crois... Parlez bien dans les micros, s'il vous plaît. Pardon, le risque, je crois, toujours pour Paris, c'est qu'un public l'emporte sur les autres. Et là, on a vu que dans le système actuel de mise en valeur de l'espace, ce qui prend le pas sur la ville économique, productive, etc., c'est la ville ludique et la ville des touristes, avec un risque non négligeable de surfréquentation, de surtourisme, avec tous les dégâts, si tu veux. S'ils ne font pas tous faillite, parce que s'ils ne font pas tous faillite les uns après les autres, parce qu'entre la Samaritaine, la Poste du Louvre, tous ces bâtiments qui deviennent soit on nous disait tout à l'heure, enfin c'est moi qui le disais, des thermos, vraiment sans contact avec l'espace public, ou bien au contraire des édifices où est appelée une clientèle de marque, c'est le moins qu'on puisse dire pour la Samar et pour ces équipements-là. Au fond, il y a guère que dans ce contexte-là, il y a guère que la monnaie, qui, parce qu'ils sont riches, ont pu à peu près un peu échapper au fait que ça. Il y a encore des raisons d'appeler ça la monnaie de Paris. Parce que la Samaritaine, franchement, ça fait rire. La Poste du Louvre, c'est grotesque. Et la Bourse de commerce, écoutez, c'est encore marqué dessus. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas marqué, je ne sais pas, Casapino, enfin, je veux dire, à un moment donné, n'est-ce pas? Ce serait quand même plus honnête, n'est-ce pas? Mais je vois qu'il y a des questions, sans vouloir du tout interrompre, sur le chat. Et une personne posait la question de pourquoi est-ce que ces projets de place, en effet, du Châtelet et l'Hôtel de Ville sont aussi pitoyables. C'est peut-être assez difficile de répondre à cette question. C'est toute une question d'appréciation, peut-être architecturale et urbaine. En revanche, c'est une question précise et qui s'adresse sans doute à Daniel et
Campo Benedetto sur peut-on parler des fonctions souterraines que la mission de Perrault promeut au risque de la désertification, ça nous intéresse beaucoup, de l'espace public, en effet, dans la relation au rez-de-chaussée actif, les rez-de-chaussée, en effet. Voyez, est-ce que tu veux dire un mot? Justement, je partage cette commentaire. Il y a toujours cette passion pour les dalles, en quelque sorte, en France, de mettre au-dessus les choses, sous les tapis. Mais... non, pardon, ça c'était pas. C'est parce que j'ai étudié un peu les halles, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Je fais un commentaire plus sérieux sur la question. Je pense que la mission de l'île de la Cité a souligné un point qui est fondamental. Il faut faire de l'espace public. Et il a aussi dit comment de faire de l'espace public. Dans le rapport de mission, il est exprès clairement que l'espace public dépend de l'espace privé qui se fasse à l'espace public. C'est tout simple. Donc, et s'il s'agit de commerce ou de fonction publique, c'est aussi le contraire. Donc, les deux régimes de propriété ont une dépendance mutuelle. Si on travaille juste sur l'une ou sur l'autre, on ne veut pas aboutir de quelle part. Donc, la mission a souligné un point qu'il me semble central dans la rénovation de l'île. Elle n'a pas donné des solutions pour les travailler au-dessus, des solutions au niveau des outils, au niveau juridique ou de règlement ou de... Voilà, il n'y a pas d'outils. Moi, j'ai dit seulement ça. Il y a un outil, c'est la mission est cofinancée ou conçue avec Unibail et Rodamco, et qu'en fait, les outils, c'est ceux que met en place cette société qui s'appelle maintenant Westwood, et qui gère déjà les plus grands centres commerciaux d'Europe, en Allemagne, en France et ailleurs, y compris les 4 temps à la Défense. Et les outils, c'est les outils du développement des centres commerciaux. Il y a des outils. Ah bien, alors je partage ça et je me corrige, il n'y a pas d'outils au niveau public, au niveau du débat public, ça c'est un truc privé. L'idée, c'est de donner au privé un droit d'usage du sol public par concession si nécessaire et par... C'est un peu ce qui se passe un peu partout, malheureusement dans les gares. Enfin, pas toujours malheureusement, on ne peut pas exagérer, on ne peut pas dire ça, mais c'est ce qui s'est passé à Saint-Lazare, qui va se passer à la gare du Nord. Et je pense qu'on était tous très inquiets de cette alliance entre Unibail et la mission Perrault-Bellaval, parce que d'avoir comme conseil des gens dont c'est le métier, c'est toujours un peu embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver dans des situations où il y aura de moins en moins d'espaces publics vraiment ouverts et de plus en plus de concessions privées sur l'espace public ou d'utilisation privée d'espaces qui étaient auparavant publics, comme les cours de l'Hôtel-Dieu ou comme la cour de la préfecture de police. Il y a une prise de parole d'Emmanuel Caille, rédacteur en chef de la revue d'architecture. C'est un magazine d'architecture qui s'appelle, c'est vrai compliqué, la revue d'architecture, qui est une des meilleures revues françaises. Voilà. Emmanuel Caille. C'est la meilleure, c'est vrai. Virginie a raison. Non, mais en fait, ce qui est en train de se passer à Notre-Dame, c'est ce qui s'est passé au Louvre. C'est-à-dire qu'au Louvre, il n'y a plus aucun commerce, aucune vie dans le quartier autour. Tout est mis sous un centre commercial qui accède directement au Louvre. C'est le projet en fait de Perrault-Bellaval, même s'ils s'en sont toujours défendus. Ils disent on y met ce qu'on veut, mais faut être un peu abruti pour ne pas comprendre que dans des sous-sols des galeries commerciales, on ne va pas mettre des écoles, des habitations ou des hôpitaux. Donc c'est surtout quand on voit les exemples à côté, les Halles, le Louvre, etc. Donc, c'est effectivement un grand mouvement de privatisation et de privatisation au service du commerce qui est en route, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi, finalement, au-delà de tout ça, il y a une question qui est politique, c'est jusqu'à où on veut transformer ou laisser transformer, parce que ce n'est pas une volonté de le transformer, il y a c'est pas une pression foncière, c'est une pression touristique. On sait que ça, même si on dit qu'on va moins voyager en avion, il y aura toujours plus de touristes. Donc, est-ce qu'on veut réellement, où on se dit c'est terminé, cet espace, il est
définitivement transformer en Luna Park, en Disneyland. Ça peut être un choix politique. Après, je sais pas, les gens peuvent se prononcer. Mais c'est jusqu'à où on peut aller, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y aura jamais assez de place pour accueillir assez de... Enfin, même si on fait quelque chose de grand, ce sera plein tout le temps. Les commerces seront peut-être vides parce que, comme le disait Jean-Michel Legnaud hier, le commerce en ligne prend le pas effectivement sur ces galeries. Alors, ce serait... Imaginons qu'en plus ces galeries deviennent désertes, ce serait vraiment une catastrophe. Enfin, une catastrophe, en tout cas, ce serait bien fait. Mais en tout cas, jusqu'à où veut-on... À un moment, c'est une question politique. Est-ce qu'on veut véritablement que cet espace soit... En fait, il appartient plus vraiment aux Parisiens, parce que quand Madame la maire dit on va rendre les berges aux Parisiens, enfin, etc., en réalité, on sait bien que ce sont des touristes qui vont là. Et est-ce que, quand on est Parisien, on a envie de se mélanger constamment à des hordes de touristes avec des perches à selfie? C'est pas sûr. Donc, il y a des questions au-delà des questions d'urbanisme et des questions qui sont purement politiques, auxquelles nous, on a du mal à répondre, mais il faudrait peut-être aider, peut-être nous, en tant qu'historiens, architectes, urbanistes, dire, voilà, si ces questions ne sont pas posées, nous, on ne peut plus répondre à vos questions. Avoir le courage de ça. Est-ce qu'il y a... Alors peut-être c'est la séance d'après-midi qui nous donnera certaines clés, puisque avec Emmanuel Etienne, donc le représentant du ministère de la Culture qui sera présent tout à l'heure à la table ronde de la fin de l'après-midi, en fait, on a eu une conversation assez longue dans laquelle on faisait un petit peu la liste des partenaires qu'il s'agissait d'inviter à ces journées d'études. Et on s'est demandé, au fond, s'il ne fallait pas faire signe au maître, eh bien oui, au bailleur. C'est-à-dire, en l'occurrence, alors il fallait ouvrir cette question de l'Hôtel-Dieu. De notre côté, elle est tellement polémique, j'avoue, c'était un petit peu à J-40, j'ai hésité à faire venir, en effet, il aurait fallu avoir les partenaires, notamment Novaxia, par exemple, puisqu'on a évoqué Novaxia. Là-dessus, apparemment, on était assez d'accord. Alors, c'est peut-être, on pourra prolonger certainement, sans vouloir, mais j'ai bientôt l'heure du déjeuner, c'est vrai. Et donc, on va peut-être, à moins qu'on peut peut-être encore prendre une question ou bien un commentaire. Je regarde le chat. Je pense aussi à la politique. Non, ça, c'était sur là. Ah si, il y a peut-être sur le chat, qu'est-ce que je vois? Je pense aussi aux politiques, à la Corbu ou à la Haussmann, bien différents. Oh, c'est vrai que si on pense à la consultation, je la mettrai sur Eventbrite, le texte de la consultation, parce qu'il est vraiment extrêmement édifiant, où on se rend bien compte que les conditions, comme on dit d'une manière un petit peu pudique, ne sont pas nécessairement réunies pour qu'on accouche d'un très beau projet. Imaginons qu'on est soumis, je ne sais pas, dans le désordre, in paye à ce cadre-là de consultatif, de dialogue participatif, ou à Cavalier ou Bernat à Rome. Je crois qu'on aurait eu ni la place Saint-Pierre ni le Grand Louvre. Enfin, on tombe des nues. J'évoquais il y a des questions d'argent. Jean-Michel Legnaud me disait que peut-être les 50 millions se pourraient passer peut-être à 54 ou 55, mais enfin par rapport aux 800 000, 900 millions d'euros à la cathédrale, on voit bien qu'il y a, et ce qui a été dit très, très bien aussi, l'appréciation de l'île, de la cité par l'équipe, on peut dire, Perrault-Bellaval montre bien qu'il y a encore ce culte de l'objet, n'est-ce pas, qui est une espèce de Spoutnik dans les airs et qui n'est pas du tout raccroché à ces berges. Encore un commentaire? Oui, Joseph Maria. Il y a un chat? Ah, eh bien, ah oui, Richard Whitman. Oh, with pleasure indeed. You can, Richard Whitman, you can speak French because I know you can. Oui, vous me sentez? Oui, très bien. Oui, non, je voudrais seulement enregistrer mon avis, sans doute un peu conservateur ou peut-être naïf, mais je crois que l'habitude de réimaginer les villes en fonction du tourisme de masse est à mettre en parallèle avec l'habitude prise au XXe siècle de réimaginer les villes en fonction de l'automobile. Il y a quelque chose de la prophétie autoréalisatrice à ce sujet, dans le sens que vous le construisez, les gens viendront, et quand les gens viennent, ils achètent des billets, etc., et des repas, des chambres d'hôtel, mais après un certain temps, ce pratique détruit la chose même qui fait qu'une ville vaut la peine d'être visitée. Un Paris physiquement réimaginé, par exemple pour l'exploitation des touristes, serait beaucoup plus semblable à, disons, Dublin ou même Boston que le Paris d'aujourd'hui. Et dernière chose que je veux dire, c'est vrai, je crois, surtout parce qu'avec le changement climatique, et on entend aussi parler de futures pandémies,
il n'est pas du tout certain que le tourisme de masse de ces dernières années continue à croître. Plus probablement, il finira par se réduire. Et comme il serait triste à ce moment-là, en plus de contempler la fin de la civilisation, de se retrouver avec un Paris refait à la lumière d'un phénomène touristique qui, rétrospectivement, pourrait sembler qu'une anomalie historique. Bon. Merci Richard de cette mais bon. parole. On peut encore répondre. Oui, vas-y. Oui, on a encore juste 5 minutes, même pas. Oui, moi, je pense que si on ne fait rien vis-à-vis du tourisme, c'est là où vient la catastrophe. Je pense que vous savez que la France est la première destination touristique mondiale, enfin avant la pandémie, était la première destination touristique mondiale, et que Paris, et que cette destination se fait principalement à Paris. Bon. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui viennent à Paris pratiquement que d'habitants en France, année après année. Donc c'est un phénomène qui, d'une certaine manière, a forgé l'identité parisienne, notamment tout au long du 19e siècle, avec les grandes expositions universelles. Paris s'est organisé à créer des hôtels, à créer des attractions, à créer des musées et même des grands magasins pour ces touristes qui venaient voir les expositions universelles. Je vous rappelle, en 1900, 50 millions de touristes viennent voir l'exposition universelle. Tout à fait. Oui. On est d'une certaine manière dans une ville du tourisme. C'est ça aussi qu'il faut aussi un peu admettre. Mais l'échelle est beaucoup différente. La vie des Parisiens, c'est d'être une partie des touristes de leur propre ville. Mais je crois que si on ne fait rien, c'est là où on a ce qui s'est passé à Barcelone et qui se passe à Venise. On a des réactions des habitants qui n'en peuvent plus, qui commencent à réagir, qui font des manifestations, et parce qu'on n'a rien fait. Donc, je pense que dire qu'il faut faire quelque chose ne veut pas dire qu'on va continuer comme ça, et sans doute faut-il trouver des moyens pour... Alors, ces moyens sont de nature très différente, hein, mais trouver des moyens pour que le tourisme se fasse de manière plus harmonieuse. Et on parle d'un meilleur tourisme ou d'un tourisme durable. Moi, je crois que c'est ça l'objectif, ce n'est pas d'augmenter. Et effectivement, là où on peut être inquiet, c'est que quand on a des opérateurs de centres commerciaux pour fabriquer la ville, leur question, c'est d'avoir effectivement le plus de clients possible, ce qui n'est pas une bonne manière de voir les choses, je pense. Merci Virginie. Nous allons vraiment clore. Je voudrais juste répondre à une personne qui est très centrée autour de l'architecte en général. Pourtant, le rôle du paysagiste est essentiel dans la fabrique de la ville. Dommage qu'il en soit fait aussi peu mention. Et je m'en voudrais en effet de ne pas avoir lu ce message. J'y suis très, très sensible comme partie prenante dans l'enseignement de Versailles, Jardin historique, patrimoine et paysage. En effet, mais il se trouve que, pour répondre, c'est un élément de réponse, mais on ne peut pas aborder cette question-là malheureusement. Revenez cet après-midi, le cas vraiment mérite d'être abordé. Dans la consultation, il est parmi les 5, il y a un architecte du patrimoine, il y a un spécialiste VRD, un ingénieur, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi un paysagiste malgré tout. Ça fait partie de la consultation. Je ne sais pas si c'est une contrepartie, si c'est, mais enfin voilà. Excusez-nous, on doit vraiment clore maintenant cette très belle session. Merci infiniment aux intervenants, c'était vraiment formidable. Avec Joseph Maria, nous nous sommes vraiment régalés et nous sommes félicités de l'implication de chacun des uns et des autres. Vous avez bien travaillé, c'est très bien. Donc maintenant, je vous invite à déjeuner. Merci. À tout à l'heure pour les internautes. Au revoir.